Bonjour les amoureux de la vie, nous voici réunis aujourd'hui pour ce 41e podcast. J'ai eu la chance de rencontrer lors de ma conférence une jeune dame qui m'a fait part de sa profession qui est peu commune. Et donc j'ai voulu la solliciter pour qu'elle vienne exposer aujourd'hui et bien vous partager son histoire et qui se cache derrière cette femme qui fait ce métier particulier. Bonjour Gabi. Bonjour tout le monde, je suis Gabi, j'ai le début de la trentaine et je suis escorte pour des handicapés. Alors je travaille principalement avec des adultes qui ont un handicap, ça peut être en fauteuil roulant, ça peut être aveugle ou sourd et malentendant. Et je les aide à se connecter à eux-mêmes et à découvrir l'intimité. Alors, qu'est-ce qui t'a conduite à t'orienter vers ce métier, Gabi? Je travaillais très longtemps dans l'aide à la personne en tant qu'aide AMP. Et donc j'ai souvent côtoyé des gens qui avaient un handicap. Ça a été une connexion assez facile de se dire que, sachant que j'avais une sexualité assez grande, que j'avais découvert avec moi-même, que je pouvais partager ça et faire découvrir ça à d'autres personnes. Alors, les auditeurs vont se dire où ça se trouve en France. Donc, on peut peut-être préciser que ça n'est pas en France que tu exerces. Alors j'exerce en Angleterre, principalement à Londres. À Londres, c'est légalisé. C'est légalisé en Angleterre, oui. Et ici en France? Alors la France suit le modèle nordique ou de criminaliser le client qui cherche à acheter du sexe ou de la compagnie. Alors qu'en Angleterre, le vendeur ou l'acheteur n'est pas criminalisé. Alors, qu'est-ce que tes clients viennent chercher vers toi? Alors, du plaisir, de la tendresse, de la reconnaissance, de la présence, de la sexualité. Est-ce que tu peux nous en parler également? Alors je dirais que c'est absolument tout. C'est principalement être vu comme quelqu'un qui a des émotions, qui ressent des choses et qui a un désir. Et je pense que souvent, on voit le fauteuil, on voit le handicap et on ne voit pas la personne derrière. Cette ligne entre l'humanité et le handicap, elle est très 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 limitée. Et il y a beaucoup de mes clients des fois qui viennent me voir et qui me demandent, j'aimerais en parler à ma famille, j'aimerais pouvoir prendre un rendez-vous, mais je ne sais pas comment le dire. En général, les conseils que je leur donne, c'est j'ai envie de me sentir comme un homme, j'ai envie d'être vue. Parler de ça avec votre famille, votre entourage, ils vont pouvoir revenir vers moi parce que c'est l'idée de se dire oui, mon fils a un besoin d'être vu comme un homme et en général, c'est accepter ça. Ils oublient l'espace d'un instant avec toi, qu'ils sont handicapés ou qu'ils sont différents des autres. Oui, ou alors c'est même accepter qu'ils sont différents de l'autre, D'accord. mais d'être vus comme différents, mais d'être vus à part entière, dans l'entièreté de la chose. Et justement, la famille, alors, quand la personne concernée a envie justement d'avoir affaire à tes services, est-ce que c'est bien accepté? Comment ça se passe? Ça va dépendre. Il y a beaucoup de familles qui sont très heureuses que leur enfant vive ça et qu'ils apprennent à se découvrir eux-mêmes, etc. Et des parents qui sont un petit peu réticents, surtout quand il y a la religion Oui, c'est bloque. sûr que la religion peut aussi avoir des enjeux qui éloignent le contexte dans lequel tu peux exercer, effectivement. Alors, comment tu gères ton lien affectif Est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé d'avoir une proximité avec un de tes clients où tu sens qu'il y a quelque chose de différent avec lui? Alors oui, ça m'est arrivé et c'est surtout les clients où le sexe ne va pas être hétéronormatif. C'est quand la pratique de se connecter et l'intimité va être un petit peu plus vue comme une relation queer ou une relation qui n'est pas hétéro. En général, juste parce que moi je ne suis pas hétéro aussi, il y a une connexion un petit peu plus particulière que je trouve des fois plus intime. Effectivement, des liens qui vont être différents les uns des autres. Et donc, les gens, le regard de la société, alors comment tu gères ça? Est-ce que tu leur dis ton métier? Parce qu'à moi, tu m'en as parlé facilement, puisque dans le cadre de mon métier, tu t'es senti complètement à l'aise. Mais est-ce que c'est facile pour toi d'évoquer ta profession aux yeux des autres? Alors, pas forcément. Il y a beaucoup de gens à qui je vais être un petit peu plus neutre de travailler, que je suis consultante dans le handicap. Et ça permet de ne pas discuter plus de ce que je fais, mais ça garde la chose un petit peu dans une petite boîte, on va dire. Oui, tout à fait. Mais avec mes amis les plus proches et ma famille, ils savent ce que je fais comme travail. Et justement, ta famille, comment elle a accueilli cette profession? Un petit peu mix, il y a des craintes, certaines peurs, mais en général, il y a aussi la compréhension qu'on est tous des êtres humains et qu'on a tous un besoin et que pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres d'y accéder et que de pouvoir créer un service qui est
exactement un service particulier sur le besoin intime et sexuel, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir accéder à ça sans mon service. Quoi. Si j'existais pas, ça serait Et donc, compliqué. on a justement des personnes qui sont peut-être méfiantes, et au contraire, est-ce qu'il y a des personnes qui te manifestent cette admiration par rapport à cette profession? Alors, j'ai une très bonne amie qui est fascinée par ce que je fais. Elle trouve que c'est extraordinaire de pouvoir donner et de pouvoir procurer ce service à ces personnes qui ont des handicaps. Et elle considère que ça devrait être un peu partout comme ça dans le monde, qu'il ne devrait pas y avoir de législation qui stoppe ces services à être Est-ce que donnés. justement le milieu médical peut constater que tes services peuvent améliorer l'état de santé justement de ces personnes que tu vois? Je pense que le NHS en Angleterre se cache un petit peu de parler de ça, mais il y a énormément de services sociaux. Ça m'arrive de visiter des centres où les gens y habitent, où il y a des personnes qui procurent des soins, des médecins, des infirmières, et je toque à la porte, je rentre, je dis bonjour, je rends visite à ce monsieur, et on ne pose pas de questions, on me laisse rentrer, je pars 2 heures plus tard. Alors il y a peut-être des gens qui vont se poser des petites questions, mais ça reste quelque chose dont on ne discute pas trop dans le milieu médical. C'est je visite, je pars. C'est justement un peu dommage que dans notre société, eh bien, cette partie du handicap, de donner du plaisir à ces personnes, ne soit pas suffisamment prise en compte. Quel est ton avis justement par rapport à ça? Pourquoi on ne va pas prendre en considération qu'une personne qui va se retrouver handicapée dans un fauteuil roulant, eh bien, on va chanter complètement la partie sexuelle, la partie besoin, la partie affective, ne serait-ce que parce que tu me disais tout à l'heure que parfois ça peut être même juste de la tendresse, même parler, rien qu'un lien humain. Qu'est-ce que tu auras envie de dire par rapport à ça? Voilà, j'ai un client, je vais prendre un exemple d'un de mes clients que j'ai fréquenté. Il a eu un AVC à la quarantaine, ce qui a causé une énorme perte de mémoire et un Alzheimer précoce. Il était fiancé avant ça et sa fiancée l'a trompé après l'accident. Elle n'a pas pu vivre l'accident, n'a pas pu le supporter, elle n'a pas pu l'aider et l'élever dans cette chose, et elle a pris la fuite. En prenant la fuite, lui, il a eu le cœur brisé. Et il a mis plusieurs temps à essayer de retrouver cette connexion. Le premier rendez-vous, on l'a passé. Il a pleuré dans mes bras, sur mon épaule, les 2 heures complètes. Et en se disant qu'il pensait qu'il avait besoin de plaisir, mais qu'en fait, il avait besoin de connexion et d'intimité. C'était ça qui lui manquait. Et ça a été un rendez-vous très tendre, plutôt basé sur l'écoute. Et le fait que j'ai pu avoir de l'empathie pour sa situation, le comprendre, l'écouter. Voilà, donc je sais que sa vie en particulier a eu un chamboulement intense à sa quarantaine, et toute sa vie a changé. Et c'était pas forcément quelque chose de facile pour lui d'entreprendre, et c'était peut-être de l'accepter lui-même, les changements, ça a été dur. Il y a des chocs, des bouleversements de vie. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un lien spirituel que tu peux entretenir avec les personnes que tu vois? Je ne sais pas s'il y a un lien spirituel, mais en tout cas, il y a forcément une certaine connexion qui se fait, et il y a certains clients avec qui la connexion ne se fait pas. Il y a un rendez-vous, le rendez-vous se passe quand même. Comment ça se passe alors justement dans ces cas-là, quand ça se fait pas? En général, je pense qu'on est tous les deux sur la même, tous deux sur la même page. C'est que le premier rendez-vous a lieu, il se passe relativement bien, mais c'est pas extraordinaire, et la personne ne me recontactera pas parce qu'elle a aussi pas senti la connexion particulière qui aurait pu être, mais qui n'a pas été. Et donc voilà, c'est juste, personne n'est déçu, c'est juste qu'on tourne la page et puis c'est tout. Est-ce que tu as des clients réguliers justement? Oui, il y en a qui sont réguliers et fidèles depuis des années, parce que j'ai pu leur donner exactement ce qu'ils recherchaient. On a pu avoir une excellente connexion, une communication exceptionnelle sur les désirs, les besoins, etc., qui ont fait que 5 ans, 6 ans plus tard, je les vois encore. D'accord. Et au niveau de temps, alors, il y a des temps accordés qui sont différents? Ça peut être 1 heure, 2 heures, une nuit, une journée, ça se passe comment? Alors, le minimum pour un premier rendez-vous, c'est de 2 heures, parce que je trouve que c'est important de pouvoir un petit peu discuter, de trouver un petit peu les points communs, etc. Et le rendez-vous minimum, c'est 1 heure. Mais par contre, vu que je voyage beaucoup pour le travail, si je fais 3-4 heures de route pour aller voir un client, le minimum restera 2 heures, qu'importe que ce soit un premier ou non rendez-vous. Et il y a même des clients que je vais voir, que je dois prendre l'avion pour aller les voir. Et là, dans ces cas-là, ça va être minimum une journée ensemble. Et ça arrive aussi une nuit? Oui. Plusieurs clients qui souhaitent passer une nuit, à peu près 1 fois par an ensemble, par exemple, c'est dans leur budget. Et toi, alors, est-ce que dans ton intimité personnelle, est-ce que tu arrives bien à assimiler la partie travail et la partie perso? Je suis Comment très ça se célibataire, passe? alors en ce moment... Tu non, es très mais... célibataire.
Mais ce célibat, finalement, tu le vis bien si à côté tu partages du temps avec des personnes avec qui tu donnes beaucoup de bien et que tu fais beaucoup de bien autour de toi. Eh ben, je remarque personnellement, vu que beaucoup de je vais dire mes jauges en quelque sorte, elles sont remplies. Les jauges intimes, les jauges plaisir sexuel, les jauges connexion, que ça soit connexion intellectuelle ou physique, tout ça c'est assez bien rempli avec mon travail. Donc j'ai pas forcément des fois un besoin de rechercher ça en dehors du travail. Ça a définitivement un impact parce que j'ai plus cette envie de me connecter à d'autres personnes. Donc voilà, c'est... Un métier vraiment enrichissant. Alors justement, au niveau de tes limites émotionnelles et physiques, est-ce que tu les poses dès le départ ou est-ce que après tu te rends compte que certaines personnes ont dépassé tes limites? Comment ça se passe au début d'un premier contact pour poser tes limites? Est-ce qu'il y en a déjà? Alors souvent, elles sont discutées au préalable du rendez-vous, dès les premiers échanges. Il y a des choses que parfois tu refuses automatiquement? Oui, il y a des choses qui sont dans ma liste de absolument non. Il y a des choses qui vont peut-être évoluer en fonction de la connexion qu'on a au fil des rendez-vous et de la relation qui évolue. Je trouve que c'est très important de connaître ses limites et de pouvoir les communiquer, parce que aussi mes clients vont aussi avoir des limites. Il y a des choses qui vont se faire dans le temps. Il y a des limites qui sont absolument non pour toujours. Et il y a des choses où c'est en communiquant, en se connectant, qu'on va dire je peux faire ça, est-ce que je peux essayer ça, est-ce qu'on peut... Et mes clients vont pouvoir aussi trouver leurs limites. Des clients qui n'ont pas de limites parce qu'ils n'ont peut-être pas d'expérience avant moi. Et donc c'est l'idée qu'ils veulent essayer des choses et voir où ça va. Il faut dire que tout à l'heure aussi tu m'expliquais que les clients que tu visites, ils communiquent avec un ordinateur, avec un crayon dans la bouche, c'est ce que tu disais. Explique-nous, dis-nous en plus par rapport à ça. Alors j'ai quelques clients qui sont non-verbales, donc ils ne peuvent pas utiliser les muscles de leur bouche pour discuter. Ça ne veut pas dire que cérébralement ils n'ont pas la communication comme nous, mais ils vont devoir utiliser des aides de communication, comme utiliser un ordinateur qui va être accessible avec différentes techniques. Alors il y a des petites souris qui s'accrochent à un genre de casque qui est sur le fauteuil roulant, où il y a même un système où il y a un petit point qu'on met sur le front et en bougeant la tête, ça fait une petite souris sur les... Et il y a d'autres aides, il y a un client qui n'utilise pas d'ordinateur particulièrement, on met juste un alphabet devant lui et il va utiliser un crayon dans sa bouche et pointer à certaines lettres et ça va faire un peu un mot et on va devoir un petit peu deviner quel mot ça va être. Est-ce qu'il y a des clients qui n'ont jamais eu de rapport sexuel de leur vie, qui sont donc handicapés de naissance? Oui, j'en ai plusieurs. Il y en a aussi plusieurs qui ont vu d'autres personnes comme moi avant moi et qui sont revenus vers moi un petit peu plus tard pour essayer quelque chose de nouveau. Mais je dirais que la plupart de mes clients sont nés avec leur handicap. Et c'est impressionnant pour eux, pour une première fois déjà en tant qu'individu qui n'a pas de handicap, mais quelqu'un qui a un handicap, de voir une dame qui s'occupe d'eux pour la première fois. Comment ils le vivent cette première fois? Il y a un petit peu de timidité des fois. Oui. Ou des fois, ça m'arrive... Je compte sur toi, je suis sûre que tu arrives très facilement à casser la glace, à briser la glace. Je pense qu'il y a aussi des clients qui ont une idée tellement fixée de ce que c'est le sexe et l'intimité, sûrement avec les films porno, etc. Et surtout s'ils ont un certain âge. Je remarque que les clients qui n'ont jamais vu de quelqu'un comme moi avant et qui ont déjà la trentaine, ils ont une idée très fixée de ce que c'est l'intimité à cause du porno. Et donc des fois, j'arrive et je leur dis... pas du tout comme ça. Hein. Alors, il y en a justement, la moyenne d'âge des hommes que tu accompagnes, c'est quel âge? C'est à peu près mon âge. Je dirais que principalement, c'est des gens qui me recherchent parce que vu mon âge, ils se disent qu'il y a une connexion qui va être un peu plus facile. J'ai un de mes clients qui est un petit peu jeune, il a 23 ans. La première femme qu'il a vue, elle avait 51 ans. C'était quelqu'un qui habitait là où il habitait et il s'est dit c'est le plus simple, elle habite pas très loin, je vais la voir. Et ils se sont vus 3 fois, il m'a dit que c'était très intéressant, il a pu un petit peu découvrir des choses avec elle, mais un désir d'être avec quelqu'un qui était plus proche de son âge, c'était vraiment en lui, il le sentait au fond de son âme, qui voulait une connexion sexuelle, intime avec quelqu'un avec qui il pouvait se reconnaître, qui était quelqu'un avec qui il aurait pu aller à l'école, on va dire. Et il est venu vers moi, il voyait que je pouvais voyager, j'en ai pour 3 heures de route pour aller le voir, donc 6 heures aller-retour. Donc ça reste un petit peu beaucoup. Je lui ai dit, à cause de ça, on va devoir faire à chaque fois à peu près 2 heures parce que je voyage beaucoup, je perds du temps dans les transports, etc. Il est quelqu'un d'un petit peu timide, mais on a pu, avec les séances qu'on a fait, découvrir d'autres choses. Et puis à un moment, on a parlé de BDSM, on a parlé d'attacher avec des cordes, de faire du shibari, et il a fait un petit oui de la tête, mais il n'y a pas eu de mot. Donc j'ai dit, on va le laisser là, il va y réfléchir.
2 mois plus tard, il me recontacte et il fait « ramène tes cordes la prochaine fois ». Donc j'ai compris que c'est quelque chose qui avait travaillé chez lui, il y a pensé, il a peut-être fait des petites recherches, il a dit « on va essayer ». Et on a essayé et j'ai senti un lâcher-prise complet en lui, de relaxation complète. Tu peux développer le shibari parce que tout le monde ne connaît pas, s'il te plaît. Alors c'est l'art japonais du bondage avec les cordes. Alors on ne fait pas de nœuds, on fait des frictions, parce que dans l'art japonais, c'était l'idée que c'était un déshonneur d'attacher quelqu'un avec des nœuds, et que de faire des frictions avait plus d'honneur envers la personne qu'on attachait. C'est vraiment très artistique. C'est très artistique. Oui. Est-ce que tu crois que ce métier t'a appris des choses sur toi, sur l'humain, sur l'homme en général ? Oui, et je pense que ça m'a permis, déjà d'avoir, je pense que j'ai naturellement de l'empathie, mais j'ai pu comprendre un petit peu plus, parce que je pense que mon empathie était peut-être un petit peu basée sur ce que je pouvais comprendre, mais ce qui était abstrait, j'avais peut-être un petit peu plus de mal, et ça m'a permis d'un petit peu passer au-delà de cet abstrait et de le voir réellement, de pouvoir... Je n'ai pas forcément pu vivre avec un handicap, mais ça m'est arrivé avec mes clients, pour rigoler, surtout dans les longues séances, de « est-ce que je peux être dans ton fauteuil roulant faire un tour ?» Ça doit les faire rire. Il y a même un client, je lui ai dit une fois, est-ce que je peux monter sur ton fauteuil roulant ? Je suis montée comme une princesse, les bras d'un côté et les jambes de l'autre, et il m'a portée, puis il a fait un petit tour. Après, lui, c'est comme s'il me portait dans ses bras. Oui, tout à fait. C'est son mode de transport. Exactement. Alors, si tu pouvais dire une phrase à toutes ces personnes handicapées qui vont nous écouter, qui pensent qu'elles ne seront jamais désirées, ça serait quoi ? Je pense que je désire tous mes clients, parce que je trouve toujours un point, au minimum un point, d'une connexion. Ça peut être qu'on aime tous les deux le cinéma, ou qu'on aime la même musique, ou on va trouver à chaque fois un point commun qui va me permettre de me connecter à eux. Et puis après, je trouve que quand l'intimité se crée, le désir vient forcément après. Justement, on te trouve où ? Alors, je ne sais pas si tu veux le citer ici, mais comment on fait pour te trouver ? Alors, il y a un site internet qui est britannique, qui s'appelle tlc-trust.org, qui est une organisation caritative qui a été créée par un homme qui avait un handicap, qui voulait chercher l'amour, le romantisme, et qui a d'abord créé une association pour du speed dating spécial handicap, et qui après s'est dit que tout le monde n'a peut-être pas l'occasion de pouvoir avoir une relation romantique et de s'installer en couple, mais qui a quand même un besoin intime et sexuel, et donc il a créé le côté du service sexuel à part entière. Alors si tu pouvais dire un mot à cette société qui va juger sans comprendre, ni même avoir ce regard bienveillant envers ta profession, comment tu pourrais dissuader ces personnes ? Je pense que c'est de voir la personne qui est derrière le handicap et de savoir qu'on a tous un besoin, on a tous un moment, notre cerveau qui nous dit on a vraiment envie d'une connexion, que ça soit juste pour du plaisir ou juste pour la connexion intime, on la cherche, on la veut, on peut même des fois être un petit peu déprimé si ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Oui, bien sûr. Et il faut savoir que quelqu'un qui en a un fauteuil, c'est peut-être toute leur vie cette isolation sociale, cette isolation non seulement sociale mais aussi cette disparité entre les gens qui n'ont pas de handicap et les gens qui ont un handicap et la façon dont ils voient le monde, qui peuvent aller à des rendez-vous galants, aller au restaurant avec des amis, ou rien que aller en boîte et embrasser quelqu'un sur le dance floor. Tout le monde n'a pas la capacité de faire ça. Et donc, le service que je procure à ces gens est indispensable parce que sans moi, ils n'auront pas cette connexion. Donc ça va être très difficile à trouver. Comment tu vois l'avenir de ce métier ? Je pense qu'on commence un peu à déstigmatiser la chose et il y a des associations en France qui proposent un petit peu mon service, mais il n'est pas forcément monétaire. C'est des associations où il y a des gens qui sont OK de rencontrer des gens en handicap et de passer du temps avec eux d'un point de vue intime. Alors c'est un peu particulier, c'est un peu gris avec la loi, c'est un peu compliqué, en tout cas en France. Mais je sais que voilà, c'est un service qui est en demande, les gens le cherchent, ils ne savent pas forcément où le trouver. Quand la loi en France est si noire et blanche, c'est compliqué parce que je peux comprendre que n'importe quel homme se dit si j'essaye d'acheter ça, je vais me retrouver en prison, je vais me prendre une amende. Et donc d'avoir beaucoup de craintes par rapport à ça, alors que si c'était légalisé, décriminalisé, ça serait beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de ton message aujourd'hui ? Si tu devais définir ton travail en un seul mot, ça serait lequel ? Thérapeute. Exactement. Et d'ailleurs, je trouve que... je me trouve que je suis une thérapeute nue. C'est écouter,
partager, montrer de l'empathie, comprendre. Et d'ailleurs, j'ai fait un peu de psychologie dans mes études et je trouve qu'il y a énormément de choses que j'ai appris avec la psychologie et la sociologie que je remets dans mon travail tous les jours. En tous les cas, Gabi, on pourrait encore s'éterniser longuement sur ces nombreuses questions. On va dépasser un petit peu les 10 minutes. C'était très très enrichissant de ton partage. Merci beaucoup d'avoir partagé ça dans la voix d'Annie. Tu es une très belle rencontre, une très belle personne. Et moi, j'aurais vraiment envie d'ajouter qu'effectivement, ce type de travail, eh bien, c'est un métier de thérapeute car tu vas redonner du sourire, de la joie de vivre, de la connexion, du toucher également à ces personnes qui en ont tant besoin et qui malheureusement la vie ne les a pas épargnées et toi tu es là pour adoucir leur vie. Merci beaucoup Gabi pour ce partage et je ne sais pas si les gens peuvent me contacter, s'ils ont besoin de tes services, on peut toujours me contacter sur YouTube ou sur La Voix d'Annie, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, faire connaître ce métier. Merci beaucoup Gabi. Merci beaucoup Annie et merci aux internautes d'écouter. Voilà, merci beaucoup. À très vite les amoureux de la vie. Merci beaucoup pour votre fidélité. Partagez, abonnez-vous. À très bientôt.